Hello, bienvenue dans un nouvel épisode de Walk with Me. Aujourd'hui, on va discuter de comment penser comme un algorithme, comment avoir ces bases de code qui vont permettre de structurer votre pensée et qui font que la plupart des entrepreneurs américains vantent les mérites d'apprendre à coder. En toute chose, je me présente, je suis Alex, fondateur de Better People. On accompagne les entreprises de leur stratégie au quotidien sur des sujets de formation, conseil stratégie ou implémentation technique. Donc aujourd'hui l'idée c'est un format un peu expérimental où j'aimerais vous expliquer un peu comment fonctionne le code, vous donner des grilles de lecture sur comment fonctionne le code et que ça puisse vous aider à structurer votre pensée un peu comme un algorithme. Donc déjà, pour comprendre comment fonctionne le code, il faut comprendre à quoi ça sert le code et quelle est la motivation derrière le code. Quand vous apprenez à coder, en fait ce que vous apprenez à faire, un algorithme c'est une recette, comme les recettes de cuisine, pour les ordinateurs. Et donc, votre objectif, ça va être de réussir à synthétiser un process, ou en tout cas un fonctionnement, d'une manière suffisamment précise pour qu'un ordinateur puisse réaliser cette tâche. Donc, comme une recette de cuisine, vous allez avoir certains ingrédients qui vont constituer votre recette, et puis après, vous allez avoir une suite d'opérations qui vont vous mener successivement au résultat final. Donc, un peu comme une recette, il va falloir penser à ce qu'on veut en résultat final et ce qu'on a en ingrédients au départ. Le résultat final, c'est la tâche qu'on veut accomplir. Les ingrédients qu'on a au départ, ça va être nos données d'entrée pour atteindre notre tâche. Imaginons qu'on veuille résoudre un sudoku, qui est un problème assez classique en informatique, pour faire un truc qu'on appelle le backtracking. Donc là, ça fait beaucoup de mots compliqués, mais on va tout de suite les comprendre juste après. Donc, le sudoku, qu'est-ce que c'est? C'est un problème de logique, au final, où vous avez une grille avec 9 lignes, 9 colonnes, qui vont vous faire à l'intérieur 9 carrés, et vous allez devoir faire en sorte qu'il y ait un chiffre unique par ligne, donc de 1 à 9. Il va falloir avoir un chiffre unique par carré de 1 à 9 aussi, et un chiffre unique par colonne de 1 à 9. Et pour mettre de la difficulté dans votre sudoku, on va placer des nombres au hasard sur cette grille pour que vous ayez une complexité à résoudre. Sinon, ça serait compliqué de trouver une bonne grille directement avec les nombres et ce serait tout le temps le même problème. Donc en fait, ce qui va changer à chaque fois, ça va être la répartition des numéros de départ pour que vous ayez à trouver les suivants de manière plus ou moins logique afin de résoudre la grille. Donc ça, c'est un problème qu'on pourrait résoudre en informatique. Et si on essaye de le résoudre en informatique, on va devoir penser à un algorithme. Il y a un algorithme assez célèbre qui permet de faire ça, qui s'appelle le backtracking. Et l'objectif, c'est de vous donner un peu une motivation de comment ça se construit et comment vous pourrez penser vos problèmes plus tard comme des algorithmes. Donc, ça, c'est votre donnée d'entrée. Votre donnée finale, c'est d'avoir que dans chaque carré, il y a un chiffre unique. Sur chaque ligne, un chiffre unique. Sur chaque colonne, un chiffre unique. Donc, si vous voulez construire un algorithme autour de ça, vous savez que vous allez avoir une grille de départ et vous savez que vous allez pouvoir créer des règles pour vérifier que vous arrivez à votre objectif. En fait, il faut aussi penser sur mon algorithme, sur comment mon ordinateur va pouvoir faire des tentatives et vérifier qu'il a fini l'exercice que je lui demande. Et donc pour ça, vous allez pouvoir coder une fonction de résultat. Cette fonction de résultat, donc une fonction c'est une tâche qui est englobée et qui va elle aussi refaire un petit algorithme. En fait, c'est que des petits algorithmes imbriqués comme des poupées russes. Donc vous allez avoir une fonction, son objectif de cette fonction, c'est qu'elle va prendre la grille que vous avez actuellement et elle va vérifier si elle est finie, valide ou en cours, mais toujours valide et invalide du coup. Donc 3 états, est-ce que c'est fini, est-ce que c'est en cours et valide ou est-ce que c'est invalide. Pour ça, vous allez reprendre votre objectif final qui est d'avoir
un chiffre unique par ligne, un chiffre unique par colonne, un chiffre unique par carré. Une fois que vous avez créé une fonction qui vérifie une ligne, une fonction qui vérifie une colonne, une fonction qui vérifie un carré, il suffit de rappeler ces trois fonctions sur les 9 lignes, 9 colonnes et 9 carrés que vous devez valider. Une fois que vous avez fait ça, vous avez une fonction qui vous permet de dire est-ce que j'ai réussi ou pas réussi. Ça, c'est votre objectif final. Vous avez vu déjà ce que c'était une fonction. Donc un algorithme dans un algorithme, c'est un plus petit algorithme avec de l'entrée et de sortie. Grosso modo, votre fonction, elle va dire les trois labels qu'on a donnés et l'entrée, ça sera toujours la grille. Ensuite, on a vu ce que c'était une boucle parce qu'une fois qu'on a fait une ligne, et bon, on va le répéter sur les 9 lignes. Une fois qu'on a fait une fonction pour une colonne, on a juste à la répéter pour les 9 colonnes. Et qu'on a fait une fonction pour un carré, on a juste à la répéter pour 9 carrés. Et donc, ça s'appelle une boucle. Donc on a vu une fonction, on a vu une boucle. Il nous manque un élément important qu'on a vu sans l'avoir nommé, qui sont de comment on stocke ce résultat, comment on met de la mémoire à notre algorithme pour qu'il puisse connaître son état actuel. Et bien ça, c'est ce qu'on appelle des variables. Donc des variables, ce sont des petits endroits où on va pouvoir stocker de l'information pour l'utiliser plus tard. Et on va les nommer. Ok ? Donc on a vu les variables, les boucles, les fonctions. Et en fait, maintenant, il va falloir voir les instructions qu'on va mettre. Donc on a vu déjà une façon de voir les instructions, vérifier que chaque cellule a un chiffre unique sur sa ligne. Donc pour ça, il suffit de stocker chaque chiffre qu'on rencontre et vérifier qu'il n'y a pas de doublon. Et à la fin, on arrivera à vérifier que c'est un chiffre. Et à la fin, on arrivera à vérifier qu'il n'y a pas eu de doublon, soit dans notre carré, soit dans notre ligne, soit dans notre colonne. Une fois qu'on a ça, l'idée du backtracking, c'est une logique assez bête, mais très rigoureuse. C'est-à-dire que l'objectif du backtracking, ça va être de dire, ok, ben maintenant, je vais poser un chiffre au hasard, je vais vérifier que ma grille est valide et que je peux continuer. Et si ça marche, je vais aller sur une autre case et je vais poser un chiffre au hasard, et ainsi de suite. Jusqu'à ce que ma grille soit invalide. Si ma grille est invalide, par exemple, je vais dire, ok, ben je commence par poser 1, 1. Je vais sur la case d'à côté, je regarde les chiffres que je peux poser, ben je peux poser 1, 2. Je vais poser 1, 2. Et puis, ou sinon je vais essayer de, on va dire, poser un 1. Le 1, ça va faire que la grille est invalide parce que je viens de le poser. Donc je vais essayer de poser un 2. On va vérifier si c'est valide. Si c'est valide, je vais passer à la case d'à côté. Je vais reposer un 1. Ça ne sera pas valide. Je vais reposer un 2. Ça ne sera pas valide. Je vais poser un 3. Ça ne sera pas valide potentiellement parce qu'il y a déjà un 3 sur la grille. Et ainsi de suite. Et à chaque fois que je vais avoir une grille invalide, j'essaye d'incrémenter mon chiffre et de changer de case. Une fois que j'ai fini d'incrémenter mon chiffre et de changer de case, ça veut dire que ça faisait 2 cases que c'était pas valide. Donc je reviens en arrière et je rechange comme ça. Et en fait, progressivement, je vais tester toutes les combinaisons en suivant une logique très précise qui est de monter le chiffre de 1 sur une nouvelle case. Donc la case en haut à gauche, et puis après je vais aller décaler de droite, un de chaque, et puis je vais lire comme ça toutes les cases jusqu'à arriver à une solution où la grille sera finie. Et quand la grille est finie, je dis juste ok, la grille est finie, je stocke le résultat, et voilà la fin de mon résultat. Et en fait, cette logique qui peut sembler assez abstraite, et qui peut sembler compliquée, au final c'est ça qu'on a dans le code, et c'est assez simple. Si vous essayez de regarder donc ce que c'est le backtracking et la résolution de Sudoku, vous essayez, vous prenez le code, vous prenez un code potentiellement en Python par exemple, sur Wikipédia, vous demandez à ChatGPT de vous expliquer ce que fait chaque fonction, et vous appliquez en langage humain, comme si vous deviez le faire à la main. Et donc ça va vous donner un truc qui ressemble à ce qu'on appelle du pseudocode. Donc le pseudocode, c'est un hybride entre du code, donc garder la logique de code dans une façon d'expliquer les choses humaines. Et ça, vous appliquez chacune des étapes comme si c'était une recette de cuisine, et vous allez voir que vous allez pouvoir, certes avec beaucoup de temps, mais résoudre un Sudoku. Et en fait, le code, c'est comme c'est fait par des ordinateurs, on peut faire
beaucoup plus d'opérations par seconde et avoir une capacité raisonnable de résolution. Mais ce sont plein de petites actions simples qu'on va imbriquer petit à petit pour abstraire la complexité. Et du coup, quand on apprend à coder et qu'on apprend à découper ses pensées, ses problèmes et ses réflexions dans quelque chose d'aussi précis que le code, bah derrière, ça va forcément structurer notre pensée pour que quand on communique avec les humains, on ait ce réflexe, ou en tout cas cette déformation professionnelle, de pouvoir avoir les éléments à diverses échelles de complexité et surtout d'avoir un imbriquement, une imbrication logique de toutes les fonctions et donc de toutes les étapes de ce qu'on veut mettre en place. Là, c'était un aperçu du code qui est ce qu'on appelle du code procédural. Donc c'est la rédaction de procédures et chaque instruction correspond à une procédure qui va s'exécuter les unes après les autres. Il existe d'autres façons de coder et d'autres types de langages qui ne sont pas procéduraux, mais la plupart des langages qu'on apprend et qu'on utilise au quotidien en tant que développeur sont des langages procéduraux. Et donc, ce sont des langages qui vont vous aider à structurer votre pensée. Ce qui n'est pas le cas du HTML par exemple, qui est un langage de balise et un langage déclaratif. Vous déclarez ce qui doit être vu et interprété par l'ordinateur. Voilà, j'espère que je ne vous ai pas trop perdu dans cette explication et dans cette vulgarisation de ce qu'est le code. Normalement, vous avez eu tous les éléments et après, apprendre à coder, c'est les formaliser pour les mettre dans une syntaxe qui est visible par un ordinateur. Je vous dis à la prochaine et à bientôt. Salut!